Mesdames et messieurs, nous poursuivons à présent avec son Excellence, Monsieur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale de la République démocratique du Congo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame, de me donner la parole. Je voudrais, de prime abord, remercier Monsieur le Président de l'Institut Amadeus de nous avoir invités à cette conférence qui relance la réflexion sur des thèmes importants. Et le thème de cette session inaugurale résonne très bien avec la situation particulière de la République démocratique du Congo. Vous allez donc souffrir, mesdames et messieurs, que je fasse de temps à autre une large référence à mon pays. Croissance, souveraineté, réconfiguration des équilibres économiques mondiaux. Monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure du consensus de Washington. La plus grande erreur du consensus de Washington, c'est peut-être d'avoir oublié que la croissance économique est aussi country specific, qu'il faut tenir compte du contexte spécifique d'un pays, d'une région, d'une époque. Et dans le cas de nos économies africaines, de nos pays africains, parce que l'une des erreurs que l'on commet aussi souvent, c'est de considérer ou de penser que l'Afrique est monolithique, que l'Afrique c'est un concept unique, alors qu'il y a des contextes variés à travers la cinquantaine et plus des États qui forment notre continent. Pour des pays sortant de la colonisation, pour des pays dont les territoires ont été façonnés de manière brutale et arbitraire, pour des pays qui ont subi les contraintes dues au contexte mondial de la guerre froide, de la sortie de la guerre froide. Vous avez les contraintes qui viennent ou qui résultent du processus de formation de l'État postcolonial, de ces contradictions, de ces discussions entre un État plus centralisé, un État plus décentralisé, comment prendre en compte le facteur ethnique, comment prendre en compte les velléités régionales dans un État qui se construit. Et la République démocratique du Congo a bel et bien vécu tous ces phénomènes. Aujourd'hui, dans la presse mondiale, je pense que pour la plupart, parler de République démocratique du Congo rime avec parler de conflit, parler d'instabilité. Et pourtant, de 2002 à ce jour, près de 23 années, la République démocratique du Congo a enregistré des résultats assez intéressants en matière de croissance économique, avec un taux de croissance du PIB un taux de croissance moyen qui est supérieur à 5% sur toute cette longue période. Et il est important de souligner que cette évolution contraste avec l'évolution des 30 années précédentes. Entre 1974 et 2001, l'économie congolaise n'avait enregistré que 2 petites années de taux de croissance positif de l'économie. Mais si en 2023, le PIB a cru de 8,3%, si
En 2024, elle a cru de 6,5%. S'il est projeté qu'elle va croître de plus de 5% cette année, il n'en demeure pas vrai qu'il y a un taux de pauvreté très élevé. Il n'en demeure pas vrai que la capacité de l'État à mobiliser les ressources publiques reste très faible. Il n'en demeure pas vrai que, comme le disait Madame la haute-représentante, que le niveau de l'informalité dans l'économie est très élevé. 86 à 88% de l'emploi est informel. Et au moment où nous parlons justement de mutations dans les équilibres économiques mondiaux, et nous nous retrouvons avec le contexte dans lequel les grandes puissances se sont lancées dans la course effrénée vers les terres rares et vers l'accès à certains métaux stratégiques. Nous nous retrouvons coincés entre les appétits des deux plus grandes puissances mondiales de notre époque, tiraillés entre les intérêts des uns et des autres, d'où justement cette question essentielle de la souveraineté que les organisateurs ont bien fait de poser au centre de notre débat et au centre de cette conférence. Souveraineté économique nationale dans un concert mondial qui n'est pas si propice à une telle ambition. Mais également, pour un pays comme la République démocratique du Congo, la question de la souveraineté elle-même, de la souveraineté économique nationale elle-même, il faut la comprendre dans le contexte d'une contrainte géographique. Pour un pays de cette taille, quasi enclavé, il n'y a pas d'autre issue que de s'intégrer sur les espaces régionaux, de s'intégrer grâce à des corridors de transport. Nous parlons beaucoup des corridors de Lobito. Il y a eu au cours des 2 derniers mois des conférences à ce sujet dans les provinces minières du Haut-Katanga et du Lualaba. Parce que les importantes réserves minières dans le sud de la RDC se trouvent à près de 1500-1800 km des côtes, que ce soit vers l'est ou vers l'ouest. Et à plus de presque à quasi-distance pour être acheminé via le minuscule port national de Matadi. Et la République démocratique du Congo veut à ce moment-là se doter également, évidemment nous ne sommes pas dans la même situation géographique que le Maroc, bien situé entre l'Europe et les autres grands espaces économiques mondiaux, mais nous avons l'ambition justement d'avoir un port à eau profonde dont les travaux de construction viennent d'être lancés. Mais ce port en eau profonde ne sera réellement économiquement rentable que s'il peut permettre de relier ce bout du territoire au gros ventre de la République démocratique du Congo par un réseau dense, ferroviaire, routier, qui aujourd'hui, malheureusement, n'existe pas. Ça, c'est le premier volet de ce que j'appellerais les leviers pour bâtir réellement une croissance économique qui aille au-delà de celle que nous avons vécue ces 20 dernières années. Je disais tout à l'heure que nous avons des résultats économiques intéressants, mais qui ont du mal à se refléter dans le vécu quotidien du citoyen congolais à cause justement de ce grand déficit en infrastructure,
en infrastructures de transport, en énergie. Et concernant l'énergie, les choix qui ont été faits, c'est d'abord de développer l'important projet de Grand Inga, qui est l'un des plus grands sites avec un potentiel de production hydroélectrique parmi les plus importantes sur le continent africain. Mais aussi récemment, le gouvernement a créé le grand corridor vert Kivu-Kinshasa, un grand couloir sur 2400 km où il est prévu de développer des projets d'énergie renouvelable, mais également tous les projets qui vont concourir à la transition énergétique, tout en préservant l'environnement, bien sûr. Et comme je l'ai également indiqué tout à l'heure, outre les grands projets énergétiques, outre cette initiative du corridor vert Kivu-Kinshasa, il y a un certain nombre d'initiatives, notamment le corridor de Lobito, qui devrait permettre de bâtir, parce que c'est notre intention, pas simplement d'avoir un corridor ou un couloir logistique, mais d'avoir une vraie ou des vraies zones industrielles avec nos pays voisins, notamment la Zambie et l'Angola, pour qu'ensemble nous puissions bâtir une nouvelle base industrielle reposant sur les ressources naturelles disponibles dans nos territoires respectifs. Et on retrouve là ce que j'appelais tout à l'heure la nécessité pour un pays comme le mien de bâtir sa souveraineté en coopération avec ses voisins, en coopération avec d'autres organismes. C'est ce que j'ai appelé la contrainte de l'intégration régionale. À ce sujet, je voudrais ici revenir à l'idée du consensus de Washington, parce que je crois que la République démocratique du Congo a été un bon élève du consensus de Washington, au moment où, sortant de cette période trouble à la fin des années 90, où il a fallu reconstruire l'État, où il a fallu mettre fin à cette guerre qui ravageait la région des Grands Lacs entre la RDC, le Rwanda, le Burundi et d'autres pays qui étaient impliqués. Au sortir donc de cette période, en plus d'avoir une nouvelle constitution, d'organiser des élections, nous avons pris une série de lois qui sont calquées effectivement sur les grands principes du consensus de Washington. La dérégulation, la déréglementation. Nous avons donc une loi, un code des investissements plus libéral, un code minier plus libéral, un code forestier plus libéral. Nous avons pris une loi pour libéraliser le secteur de l'électricité. Nous avons pris une loi pour libéraliser le secteur de l'eau. Nous avons libéralisé le secteur des assurances. Nous avons pris une loi pour assurer le désengagement de l'État des activités marchandes en transformant les entreprises publiques en des sociétés commerciales et en s'assurant que ces entreprises de l'État transformées en sociétés commerciales pourraient recevoir en leur sein des actionnaires privés. Nous avons également pris des lois pour organiser les partenariats publics-privés. Ce n'est donc pas le cadre légal qui manque, parce que quand on lit les résultats des études d'attractivité, des indices d'attractivité et de stabilité en Afrique de l'Institut Amadeus, effectivement la RDC est classée au bas, se retrouve dans le bas du classement malgré ses atouts que sont
l'abondance des ressources naturelles et les réformes structurelles justement que je viens de rappeler. Le problème demeure: comment rendre la RDC plus attractive? Les réponses sont données par l'expérience du Maroc: stabilité, des politiques économiques pro-entreprise. Et en plus, c'est de plus en plus évident, en tout cas aujourd'hui pour nous, en plus d'avoir le cadre légal, en plus d'avoir le cadre réglementaire en place, il nous semble qu'il y a une nécessité d'apprendre des autres, de ceux qui ont effectivement réussi. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2-3 ans, nous intensifions les échanges avec d'autres pays africains, dont le Maroc. Il y a des échanges entre le ministère congolais du portefeuille et les instances marocaines qui ont piloté la transformation des entreprises d'État au Maroc, pour apprendre donc des leçons de ce pays. Nous espérons que Madame la ministre, que je vois dans la salle, Madame la ministre déléguée de la RDC en charge de la coopération économique et francophonie, nous préparons la grande commission mixte RDC-Maroc dans les très prochains jours pour avoir un cadre beaucoup plus fonctionnel, pour tirer le meilleur profit possible des leçons apprises dans ce pays, afin que les cadres que nous avons mis en place soient réellement fonctionnels et que ces réformes structurelles contribuent effectivement à l'attractivité de la République démocratique du Congo. Mais, puisque la stabilité est un ingrédient essentiel à l'attractivité, et puisque malheureusement au cours des 30 dernières années, la région dans laquelle nous nous trouvons, la région des Grands Lacs, qui, quand on la visite, des airs, quand vous la survolez ou quand vous la visitez au sol, est une des plus belles régions d'Afrique, dont les cadres naturels devraient appeler à la paix et à la contemplation, mais malheureusement, les Grands Lacs, ces lacs, le lac Kivu et les autres lacs, ils sont d'une beauté spectaculaire. Mais ils ont suffisamment bu du sang des enfants d'Afrique et que le temps est certainement venu que l'on tourne cette page de l'instabilité, cette page des conflits, pour que dans cette belle région d'Afrique, on puisse bâtir des économies stables, prospères et résilientes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le Ministre, pour cet appel clair, pour ces mots forts. Merci de rappeler l'importance de tenir compte du contexte d'une région, d'une époque, comme vous le dites, l'importance de reconnaître la diversité du continent africain qui est loin d'être un bloc monolithique, et merci de nous avoir partagé le contexte de la République démocratique du Congo et de souligner la question essentielle de la souveraineté.